Alors, ça nous fait grand plaisir, Joseph et moi, d'être là aujourd'hui. C'est un très grand honneur, en fait, de présenter la conférence d'ouverture. Alors, on va y aller rondement par une petite histoire. Pour des contraintes de temps, on va y aller pour deux petites histoires. La première, issue de la peste noire du Moyen Âge, le premier épisode de, de cette peste qui a amené vraiment une mortalité très importante au niveau du continent européen, mais qui a touché aussi d'autres continents. Je n'irai pas dans ce détail parce que vous connaissez quand même l'histoire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a émergé de cette pandémie-là? Il y a eu une intensification d'un sentiment religieux qui a mené éventuellement à l'Inquisition, qui a mené au schisme de l'Église catholique. Les médecins qui étudiaient, dans le fond, la médecine basée sur l'Antiquité, les écrits et les édits de l'Antiquité, mais finalement se sont rendus compte qu'empiriquement, ça ne fonctionnait pas. Il y a une inauguration, dans le fond, d'une révolution médicale à venir, l'invention de la quarantaine et finalement, l'émergence de nouvelles routes commerciales, puisqu'on s'est rendu compte que l'évolution de la pandémie suivait les routes commerciales, un peu comme aujourd'hui. Donc, imaginons si, avec toutes ces leçons, pas ces leçons, mais ces conséquences-là, quelles seraient les conséquences possibles suite à la pandémie actuelle? Pour la grippe espagnole de 1918-20 due à l'influenza, je vais aller en fait une leçon, c'est au pluriel, ça va être une seule, c'est sur les communications. On a vécu ça beaucoup aussi, l'importance des communications. Aux États-Unis, par exemple, dans cette étude de Nature qui revient et revisite cette pandémie, on s'est rendu compte que, dans le fond, dans les endroits où le discours était le plus faussement réassurant et le plus silencieux, en fait, sur la pandémie, il y a eu une plus grande désorganisation de la population, une plus grande absentéisme, par exemple, une diminution des heures d'ouverture des commerces, par exemple. Contrairement à la Californie, où eux, ils ont pris vraiment plus le taureau par les cornes, il y a eu une approche plus proactive, comme vous voyez au niveau de la fiche qui est là. Alors, ça nous amène à voir, vous connaissez l'approche de notre gouvernement qui a été justement celle de la grande communication au début. Là, ça n'a pas été parfait, mais au moins, on voit qu'il avait retenu cette leçon-là, contrairement à la Chine, par exemple, en début de cette pandémie et de celle de SRAS de 2003, où la stratégie de 1918 a été observée. Alors, ceci étant dit, voici, je vais laisser Joseph continuer. Oui, on voulait vous plonger directement au cœur de l'action, fait qu'on va aller au cœur de la présentation. Mais c'est pas nécessairement très facile de trouver sous quelle lentille parler du travail des 2 dernières années sur le terrain, Olivier et moi. Mais on s'est finalement entendu sur 4 thèmes. Et à travers ces 4 thèmes-là, on va aussi vous présenter les présentations qui vont avoir lieu aujourd'hui par nos chercheurs. Le premier thème, évidemment, l'impact de la pandémie sur la santé des patients. Qui dit patient, dit les gens autour d'eux aussi qui les ont soignés. Donc, j'ai mis des photos de l'équipe des soins intensifs en action, mais surtout une photo d'un patient, Monsieur S, qui a passé 3 mois à l'hôpital, hospitalisé pour la COVID, dont 2 mois aux soins intensifs, dans le coma, entre la vie et la mort. On ne savait pas s'il s'en sortirait. Il est revenu nous voir 1 an plus tard, et c'est cette photo-là que je mets ici pour nous dire qu'il allait bien et qu'on lui avait vraiment sauvé la vie. Puis c'est une photo symbolique pour nous parce que dans le fond, oui, il y a des stats durant la pandémie, mais au-delà de chaque chiffre pour nous sur le terrain, il y a un patient, il y a un nom, il y a un visage, il y a une histoire, il y a une famille, et c'est la raison pour laquelle on fait notre travail. Mais pour ceux qui aiment les stats, livre-là pour les soins intensifs. Je remercie Julie Lucier, qui est archiviste au CIS Laval, pour les avoir sortis. On peut être fiers, hein? Au CIS de Laval, on a traité 327 patients avec la COVID aux soins intensifs. C'est presque 5 de tous les patients admis aux soins intensifs pour la province au grand complet. C'est énorme pour un seul hôpital. C'est des patients très malades, mais on a des taux de mortalité qui se comparent favorablement bien à ce qui a été décrit dans la littérature, malgré une population qui est très malade. J'attire votre attention sur la durée de séjour. Des patients qui restent longtemps aux soins intensifs. Si vous n'êtes pas dans le domaine, vous pouvez vous dire, c'est correct. Mais dans le fait, la moyenne de séjour aux soins intensifs, c'est à peu près 3 jours. Donc ici, des patients qui restaient presque 2 semaines. Puis on a des patients qui restaient au-delà d'1 mois. On a 32 patients qui sont restés en moyenne 2 mois. Des fois, on se dit, ces patients-là s'en sortiront jamais. Mais la réalité, c'est que 21 patients sur 32 sont retournés chez eux et ou en réadaptation. C'est quand même une bonne proportion pour ces patients-là. Maintenant, on va être transparent. Ils ne reviennent pas comme ils étaient avant. Il y a des conséquences, il y a des séquelles. Il y a le Post-Intensive Care Syndrome qui a été déjà décrit avant la COVID, mais qui reflète très bien ce que nos patients expériencent à leur sortie des soins intensifs. C'est des conséquences sur leur santé mentale, PTSD, anxiété, dépression, au niveau cognitif, perte de concentration, baisse de libido et au niveau physique,
fatigue, essoufflement. Et même les familles subissent des conséquences aussi. Il y a 2 études récentes qui ont été publiées qui montrent qu'un membre de la famille sur 3 va vivre anxiété, dépression, PTSD. Donc, c'est pas banal. Et ça, c'est pour des patients aux soins intensifs. On n'a même pas parlé des patients avec la COVID longue, donc pas nécessairement admis aux soins intensifs, même pas nécessairement hospitalisés, même si c'est un facteur de risque, mais qui 3 mois après leur infection vont quand même avoir encore des symptômes. Et tout ça est en lien, je pense, avec une présentation qu'on va voir par Debbie Feldman qui va nous présenter les besoins de réhabilitation pour ces patients. Deuxième thème, la désinformation et comment la pandémie a été présentée dans certains médias sociaux. Puis, ben, si vous me connaissez ou si vous m'avez vu un peu dans les médias sociaux, vous savez, j'ai donné plusieurs entrevues, j'ai été un petit peu dans les médias sociaux, donc j'ai été à même de voir un peu le fiel qu'on déverse sur certains médecins et les insultes puis les journalistes. Mais le but, c'est pas de parler de moi, le but, c'est de parler de la conséquence de la désinformation sur les patients. Et pour ça, ben, je voulais vous raconter une histoire, l'histoire de M. F. C'est un patient qu'on a vraiment eu il y a quelques mois, ça fait pas longtemps, aux soins intensifs, dans la soixantaine. Pas d'antécédents, pas de famille, pas d'enfants non plus, qui arrive avec la COVID très sévère, besoin de 100% d'oxygène, au point où là, ça allait plus, puis il fallait vraiment l'intuber pour lui sauver la vie. Et nos infirmières sont excellentes, sont capables de rentrer dans la chambre, expliquer aux patients que si on les intube pas, ils vont mourir. Mais là, ce patient-là ne voulait rien savoir. Fait qu'ils sont venus me voir, ils m'ont dit, ben, Joseph, il faudrait que tu ailles lui parler. Fait que je rentre dans la chambre, je lui dis, ben, Monsieur F, vous avez la COVID, puis là, ben, il faudrait vous intuber si vous ne voulez pas mourir. Mais arrête tout de suite, il me dit, ah non, j'ai pas la COVID, c'est quoi mon CT? Là, Olivier pourrait vous expliquer mieux que moi c'est quoi le CT, mais c'est Cycle Threshold. En gros, c'est le nombre de cycles que la machine doit faire pour détecter le virus dans l'échantillon. Moins de cycles elle fait, plus il y a de virus dans le corps. Fait que vous comprendrez que ce n'est pas un concept acquis au commun des mortels. Lui, il avait vu ça sur YouTube. Fait que je dis, ben, pourquoi vous voulez savoir ça? Il dit, ben, la FDA a changé plein de fois la définition. Moi, je suis sûr que je n'ai pas la COVID. Je dis, ben, regardez, monsieur, si ce n'est pas la COVID, quelle autre condition explique que vous êtes essoufflé, vous avez besoin de 100% d'oxygène, puis qu'il y a un médecin là, en ce moment dans votre chambre qui vous dit qu'il faut vous intuber pour vous sauver la vie? Je me regarde, c'est bon point. L'influenza. Je dis, non, monsieur, c'est négatif. Là, il switch. Il passe de ben, j'ai pas la COVID à je veux les meilleurs traitements. Puis là, c'était l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, tu sais, les greatest hits là, des cercles conspirationnistes. Je dis, ben monsieur, ça marche pas. Ah ouais, vous n'avez pas le droit de me dire que ça marche parce que Big Pharma vous empêche de le dire. Ben non, monsieur, je ne suis pas à la solde de Big Pharma. D'abord, c'est votre collège qui vous empêche de me dire, ben non, monsieur, il faut vraiment vous intuber pour protéger vos poumons. C'est l'intubation qui tue les patients, fait que c'est les grands classiques. Et là, c'était difficile de maintenir l'alliance thérapeutique avec lui, mais c'était important quand même parce qu'il fallait quand même lui sauver la vie. Fait que je dis, regardez, monsieur, c'est un peu insultant que vous me disiez que je ne sais pas ce que je fais depuis les 2 dernières années, mais je ne veux pas non plus vous insulter en vous disant que vous êtes idiot de croire tout ce que vous voyez sur YouTube. Croyez-le ou non, je veux vraiment vous sauver la vie, je veux que vous alliez mieux, puis là, ben, il faudrait vous intuber si vous ne voulez pas mourir. Maintenant, vous avez le droit de refuser en comprenant que vous allez mourir, mais je vous le dis, puis j'étais un petit peu cru, j'ai dit, si vous mourrez, ça va être une mort inutile, vous allez mourir dans l'indifférence la plus totale et complète, vous allez mourir avec le seul qui allait savoir que vous êtes mort pour vos convictions. Ça l'a fait réfléchir, mais pas assez pour accepter. J'ai fini ma garde, j'ai transféré à un collègue. Quelques jours plus tard, il a finalement accepté d'être intubé quand il était sur le bord de coder. Puis malheureusement, ses poumons étaient déjà trop maganés, puis il est mort. Fait que je raconte cette histoire-là. Pourquoi? On dirait que la désinformation, ce n'est pas une manchette banale dans les médias. Là. La désinformation a des conséquences réelles, ça fauche des vies, ça a tué mon patient. Et puis, par contre, il y a des côtés positifs quand même aux médias sociaux. Ça a été un honneur d'avoir une tribune pour faire de la pédagogie, de l'enseignement. Puis, Yannick Farmer va nous parler aussi de son étude qu'il a réalisée via la plateforme Twitter en forant les données et parler de la perception populationnelle du risque sanitaire. Maintenant, pour la technologie, bien, 2 images. À gauche, vous voyez l'isolement de plusieurs de nos usagers et résidents qui étaient dans des CHSLD et RPA. Et à droite, bien, un des moyens technologiques qui a été utilisé, que vous connaissez bien, des iPads, des téléphones, souvent fournis par des fondations, entre autres la nôtre. Et évidemment, c'est pour nous amener à parler de l'explosion de la téléconférence que nous sommes en train d'expérimenter actuellement. Les téléconsultations qui ont permis de continuer à faire de la médecine malgré la peur ambiante, l'accompagnement des proches, les réunions de toutes sortes comme on est en train de vivre et la FNC, formation médicale continue. On a eu l'expérience ici au CIS de Laval de plus de 50 présentations faites aux membres du CMDP les mercredis midi pour se mettre à jour sur la prévention des infections, sur l'épidémiologie et avec des présentateurs invités, avec des nouveaux sujets
d'actualité de l'heure pour se tenir informé, parce que les communications, c'est important, mais la communication scientifique, c'est très important. Et Mme Boudria va nous en parler dans très peu de temps. Et ensuite, on passe déjà au prochain point, l'impact sur les équipes soignantes, puisqu'il a été tellement important. Ici, je passe à une équipe que je connais bien, celle du laboratoire. On est passé, par exemple, si on compare à une analyse semblable de l'époque pré-pandémique à COVID, l'analyse d'influenza, qui est en gros à peu près le même test PCR que pour l'analyse COVID. En période de pointe, on en faisait environ 50. Et là, en période de pointe COVID, on en faisait 3500 par jour. Alors, c'est sûr que ça a modifié complètement nos équipes. Il y a des gens qui sont arrivés, je contribue, qui sont venus nous aider. Et déjà dans des locaux qui étaient désignés comme étant des locaux trop petits pour ce qu'on avait à faire avant. Et on a évidemment développé le test salivaire sous la supervision du Dr Bergevin et toute l'équipe. Donc, vous voyez donc des changements importants dans la méthode de travail d'un endroit qui est un petit peu plus sombre, comme vous connaissez moins, le prochain. Un endroit que je connais plus, mais qui est aussi sombre quand on n'est pas à l'avant-scène, c'est la prévention et contrôle des infections, qui a vu un changement important dans son travail. Par exemple, avant la pandémie, on avait 15 centres environ pour lesquels on effectuait une vigie des interventions. Et du 17 au 18 mars 2020, on est passé de cette quinzaine de centres-là à plus de 300 centres, avec une équipe qui, évidemment, a grossi en conséquence. Et cette équipe-là travaillait en équipe étroite avec un paquet d'acteurs. Et quels étaient nos moyens, dans le fond, de travailler? Ça a été, comme on disait, la technologie, mais quels étaient, dans le fond, la prochaine, s'il vous plaît, les éléments de prise de décision. Il y a plusieurs éléments qui étaient pris en compte lors de nos décisions communes en équipe. Fait que là, vous les voyez défiler. Ce n'était pas juste la science, ce n'était pas juste les directives ministérielles, ce n'était pas juste les directives de la CNSST. Il y avait plein d'éléments, même des éléments éthiques. Est-ce qu'on doit favoriser la qualité de vie versus la quantité de vie? Est-ce qu'on doit favoriser un individu en particulier ou plutôt y aller pour l'ensemble des individus? Est-ce qu'on se soumet à une pression en élaborant une décision en nous disant, mais nos pairs nous disent de faire plus, nos pairs nous disent d'en faire moins? Vous voyez un peu là, le contexte, c'est juste pour vous montrer la complexité des décisions qui ont été prises. Et les équipes PCI n'avaient jamais été confrontées à un tel niveau de difficulté. Puis, en fait, ça fait le lien avec l'importance de cultiver l'esprit d'équipe. Hein. C'est un peu le thème commun de nos deux expériences. Puis, il y a plein d'études qui montrent que ça marche, cultiver l'esprit d'équipe. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. 198 infirmières dans 8 unités de soins intensifs. Ils ont testé une intervention. L'intervention, c'était quoi? 5 jours de retraite pour faire de la simulation, puis prendre un verre le soir, puis apprendre à se connaître. Puis, ils ont mesuré l'impact sur la réduction de stress au travail puis l'absentéisme. 50% de diminution de stress au travail avec cette seule intervention-là, puis 1% d'absentéisme versus 8% dans le groupe contrôle. Il y avait une pilule qui donnait ces résultats-là. Tout le monde la prescrirait, tout le monde la prendrait. La compagnie qui la faisait serait multimilliardaire. Puis cette pilule-là, c'est quoi? Ben, c'est juste se parler. Puis souvent, on dit qu'on n'a pas le temps de faire ça. Fait que là, je commence à piquer votre curiosité. Là, ça vous tente de cultiver votre esprit d'équipe. Fait que vous allez me demander, ben, comment on fait une bonne équipe? C'est une bonne question. Quand on a des bonnes questions, il faut les mettre dans Google parce que Google a toujours la bonne réponse. Et Google, ici, c'est vraiment poser la question parce qu'eux, ils ont plein d'équipes. Puis pour être plus performants, ils se sont dit, ben, c'est quoi le dénominateur commun, le facteur commun aux équipes les plus performantes? Donc, ils ont fait une étude qui s'appelle le projet Aristote, 2 ans, 37 000 employés. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que le facteur commun, c'est pas tout le monde se connaît bien ou l'heure des réunions. C'est le facteur numéro 1, c'est la présence de sécurité psychologique. Ça, c'est un terme que je ne connaissais pas. Mais la sécurité psychologique, en fait, c'est quand il règne un climat tellement sain que tous les gens dans l'organisation sentent qu'il est correct de poser des questions, de questionner un supérieur sans avoir peur d'être puni, humilié, infantilisé. Bref, c'est une communication qui se fait dans le respect. Et ça fait appel, je pense, à la valorisation du personnel. C'est un thème qui m'est très, très, très cher. Je pense qu'en général, dans le réseau de la santé, on se dit, ben, les gens vont travailler ensemble puis ça va juste bien aller. Mais la réalité, c'est que ça se cultive, un esprit d'équipe, et c'est même au point où on se dit, ben, s'il faut bien prendre soin des autres, il faut bien prendre soin des gens qui vont les soigner, ces gens-là. Et il y a une responsabilité individuelle, mais il y a une responsabilité organisationnelle aussi de prendre bien soin de ses employés. Et c'est donc la 4e cible, le Quadruple Aim. S'il y a des gens qui connaissent le IHI, Institute of Health Improvement, les 3 classiques, c'est améliorer la santé des patients, la santé de la population à moindre coût. Mais la 4e aussi, c'est améliorer la santé des soignants. Donc,
Et nous, modestement, très humblement, on a essayé de faire ça au CIS de Laval. Vous avez peut-être vu passer les médaillons pour les employés des CHSLD de la première vague. Vous avez aussi peut-être vu passer sur Twitter toute la vague de reconnaissance où vraiment on est allé recueillir des témoignages des collègues. Ça nous a permis vraiment d'humaniser notre équipe puis vraiment de passer à travers les 2 dernières années, tisser des liens. Fait que si ça vous intéresse, de juste à taper le mot-clé sur Twitter. Vous allez retrouver plus de 100 histoires et citations de gens qui travaillent chez nous, au CIS de Laval, surtout en soins intensifs, mais aussi ailleurs. Et ben, ça fait le lien avec la résilience. Hein? Donc, c'est pas quelque chose qui est juste arrivé au Québec, la pandémie. Pierre-Marie David va nous présenter les résultats d'une étude internationale HOSPI-COVID à laquelle on a participé. Finalement, le futur, est-ce qu'on est capable d'ouvrir la boule de cristal? Regardez ça. Pour la COVID, en mettant ça sur un balancier très, très simple, écoutez, ça va dépendre, un, de la couverture vaccinale, deux, de l'immunité collective, d'où le tas de petites personnes qui sont à gauche, et ainsi que les mesures, populationnelles versus à droite le virus et sa capacité à résister au vaccin, sa capacité à résister à l'immunité acquise suite à l'infection et aussi s'il va augmenter sa transmission ou pas. Mais est-ce que j'ai plus de réponses que ça? Non. On va aller tout de suite à d'autres éléments du futur. Ce qui était désigné comme étant la future pandémie avant la pandémie actuelle, c'était celle de bactéries multirésistantes. Puis quand je dis bactéries multirésistantes, je parle de bactéries potentiellement non traitables, donc traitables comme à l'époque pré-antibiotiques, quelque chose de vraiment inquiétant. Et ça, ce n'est pas seulement sur le dos des IPS et des médecins qui prescrivent et des pharmaciens, mais c'est aussi beaucoup sur le dos de la médecine, pas la médecine, mais la médecine vétérinaire, l'agriculture, puisque l'utilisation en poids des antibiotiques, par exemple, au Canada, est jusqu'à 75 dans le monde animal et pour beaucoup uniquement pour facteurs de croissance. Alors, c'est sûr que si on essaie de diminuer notre consommation personnelle par nos prescriptions à des patients, quand on a ça de l'autre côté, vous voyez qu'on ne peut pas travailler tout seul. L'autre élément important, c'est qu'en pays en voie de développement, il y a de la prescription, pas de la prescription, mais de la disponibilité de ces antibiotiques-là en vente libre et souvent aussi des problèmes, évidemment, malheureusement, de réseau d'eau inadéquats avec des germes qui se retrouvent dans l'eau et qui peuvent coloniser ou contaminer les gens. Donc, vous voyez qu'on parlait beaucoup d'équipe, mais il va falloir travailler en équipe pour arriver à régler ce problème-là. On ne pourra pas juste faire ça avec nos pads de prescription dans nos bureaux. D'autres défis, on va faire défiler quelques photos, vous les connaissez. Alors, là, on parlait de défis médicaux, mais il y a plusieurs autres défis qui attendent notre population. Puis la prochaine est intéressante parce que c'est une caricature qui est arrivée en début de pandémie d'une personne très brillante qui a anticipé que la COVID, on était pour passer au travers, quand même de manière difficile. On voit les détendus de la vague par-dessus la ville, mais qu'il y avait d'autres défis qui nous attendraient après. Puis vous voyez à quel point ça a été difficile de passer au travers de la COVID, que parfois l'équipe, il y avait des fissures, hein, il y avait des gens qui travaillaient à contre-courant, mais imaginez ce que ça prend pour un défi tel que les changements climatiques, où certaines personnes vont pouvoir dire, ben là, c'est une forêt de plus ou moins qui brûle, ce n'est pas un lien. On est par rapport à quelqu'un, par exemple, pendant la pandémie, qui dit ah, ben ça, c'est un mort de plus ou de moins. Là, on est dans le même spectre, mais à quelque chose d'encore plus grande échelle. On est déjà rendu au point où il faut conclure, puis peut-être une question qu'on se pose, c'est comment on retient des leçons de tout ce qu'on a vécu dans la dernière année. Bien, une des leçons, c'est quand même que la capacité d'adaptation est formidable. Là, on s'est reviré sur un dixaine. Sauf que la nature humaine étant ce qu'elle est, des fois, quand ça va bien, il y a le piège de retourner dans ses vieilles pantoufles, de retomber dans nos habitudes. Puis c'est ces habitudes-là qui ont mené au problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a trop d'informations pour notre cerveau qui a des capacités cognitives limitées? Bien, humblement, peut-être qu'on se dit qu'une des meilleures façons de retenir des leçons, ça reste la méthode scientifique. Ça reste une façon de bien consigner les données, de le faire avec rigueur. Et chapeau à tous ceux qui vont présenter aujourd'hui, qui ont été capables de mener leur projet malgré 2 ans de pandémie à travers la pandémie. Même qu'on a un nouvel axe de recherche au CIS de Laval, c'est Thuyen Nguyen qui va présenter ça. Mais quand on pense au futur, bien, le futur, c'est aussi les jeunes, les étudiants. Fait qu'on est choyé aussi d'avoir 5 projets de recherche, comme Alex l'a dit, qui vont être menés en fin de matinée, qui ont été menés par des étudiants qui vont être présentés en fin de matinée. Puis on voulait vous laisser sur une image, cette image de rafting, parce que, vous savez, travailler dans le réseau de la santé, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça s'apparente probablement plus à une rivière agitée où tout le monde doit être capable de ramer dans la même direction,
où il y a des dangers de tous les instants. Il faut avoir des yeux tout le tour autour de la tête. Puis parfois, la rivière est trop agitée, puis il y a un de nos collègues qui va tomber à l'eau. Il n'y a pas de meilleur sentiment au monde que de leur pêcher, puis être capable de leur mettre dans le bateau, puis de continuer ensemble. Vous savez, quand on avance seul, on va vite, mais quand on avance ensemble, on va loin. Et c'est ce qu'on a vécu, nous, durant la pandémie, Olivier et moi, c'est ce qu'on se souhaite pour le reste de notre carrière et c'est ce qu'on vous souhaite pour le reste de votre carrière. C'est un véritable honneur d'avoir pu faire cette mise en bouche et d'avoir présenté cette conférence d'ouverture-là. On vous souhaite une très bonne journée de la recherche.